J'ai une passion chelou qui n'intéresse personne. Et en fait, le post a eu un succès fou parce que je crois qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des passions cheloues Oui, qui et qui n'intéressent n'osent pas le personne dire. et qui n'osent pas le dire. Et en fait, c'est ça leur vraie richesse. Moi, j'aime bien dire que le marketing, c'est le moyen, ça aide à être repéré, préféré, choisi et rechoisi dans la durée. C'est pas un livre scientifique du tout. Donc Et c'est ça. on peut l'avoir à côté, le prendre, même C'est un livre ouvrir un business, ouais, purement. On aura notre boîte ensemble, ce qui était une blague à l'époque, hein, quand ouais, même. Mais on l'avait dit, je me souviens très bien qu'on l'avait dit. Donc, tu sais, quelle personnalité tu aurais voulu rencontrer rencontrer, ouais. vivant? Moi, je dis souvent un Néandertalien. Bienvenue dans le podcast À cœur ouvert. Aujourd'hui, un nouvel invité, Sandy Jacobi à mes côtés, que je vais vous présenter très rapidement. Sandy est entrepreneur depuis plus de 15 ans. Donc 15 ans, ça me parle forcément, puisque ça fait également 15 ans que je me suis lancée. Donc c'est aussi ce petit plus qui a fait que j'avais envie de l'interviewer et partager son histoire avec vous. Sandy a écrit dernièrement un ouvrage en lien avec sa passion sur la paléoanthropologie, mais c'est bien un livre sur le marketing. Vous allez le découvrir. En tout cas, le titre est assez accrocheur et c'est aussi ça qui m'a donné envie de la présenter aujourd'hui sur son parcours et aussi sur l'ouvrage. Donc je vous en dis pas plus. Vous allez la découvrir vraiment à cœur ouvert. Bonjour Sandy. Bonjour Déborah. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui à Paris. Eh ben, je suis ravie d'être là avec toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai fait une rapide présentation. On va parler de ton ouvrage après. Mais moi, j'aime bien commencer l'échange sur ton rêve d'enfant. En gros, qu'est-ce que tu voyais quand tu avais 5 ans, quand tu avais 10 ans? Où est-ce que tu te voyais dans le marketing, dans la paléoanthropologie? Où tu te voyais? Alors 5 ans, je t'avoue, je suis pas sûre d'avoir des souvenirs. À 10 ans, alors. À 10 ans, je sais pas si je me voyais quelque part, mais ce que je savais déjà, c'est que j'avais envie d'être assez indépendante. Ça, c'est toujours été une de mes caractéristiques. Et la paléoanthropologie ne faisait pas encore partie de ma vie et le mot, sûrement pas non plus. Oui. Mais déjà à cette époque, je m'intéressais, beaucoup à la partie sur, la préhistoire, les premiers hommes, surtout les humains. D'où on vient? Je me posais plein de questions. D'où on vient? Comment on a évolué? Pourquoi on est là? Ce que finalement des questions que beaucoup d'enfants se posent, hein, ils l'expriment pas forcément toujours, mais ils se posent. Et en termes de carrière, alors peut-être pas à 10 ans, mais quelques années plus tard, moi j'ai appris très tôt à travailler avec ma sœur, Laurie, ma sœur jumelle que tu as déjà présentée. Et donc je pense qu'au fond de nous, on se disait toujours: «Un jour, on fera un truc ensemble». Je me souviens que sur les bancs de l'école, au lycée, on a eu cette blague, on s'était dit, «On aura notre boîte ensemble», ce qui était une blague à l'époque, hein, quand même. Ouais. Mais on l'avait dit, je me souviens très bien qu'on l'avait dit. Donc est-ce que c'était, quelque chose qu'on prenait au sérieux? Je sais pas, mais en tout cas, on avait déjà émis le souhait de travailler ensemble, à cette époque-là. Ce qui est marrant, c'est que, on dit toujours que les jumeaux, les jumelles, déjà, vous pensez presque au même moment, vous vous manquez si vous êtes pas à côté, vous faites la même carrière ou en tout cas, vous avez même le même crush sur le même mec, tu vois? Il y a plein C'est pas d'idées. arrivé! C'est pas arrivé? Non, c'est pas arrivé ça. Oui, est-ce qu'on pense la même chose au même moment? Ça arrive, après c'est un débat scientifique, mais probablement que le côté, génétique Mmh. et l'environnement qui est plutôt le même dans lequel tu évolues, conditionne aussi ça. Mais l'avantage quand même, qu'on a, c'est qu'aujourd'hui on travaille ensemble, mais on vit pas ensemble, on a des vies personnelles complètement séparées et donc ça nous arrive d'avoir des mêmes idées en même temps, mais on a aussi des débats d'idées, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Et comment on vit, justement en tant que jumelle? J'ai envie de dire, tu vas me dire: «Bah, oui, je ne sais pas si, comment c'est, vivre sans une jumelle», parce que tu as une grande sœur aussi. Oui. Qu'est-ce que vous vous disiez? Qu'est-ce que vous dites encore maintenant? Comment tu as grandi avec ta jumelle, justement? Je pense qu'en fait, quand tu sais pas ce que c'est autrement, tu te poses moins la Mmh. question, mais ce dont on se rend compte, c'est que, ce que je te disais, on a très vite compris qu'on avait intérêt à travailler ensemble. Le truc qui fait je dis toujours maintenant il y a prescription, on peut le dire, mais quand on était enfant, genre dès le CP où tu commences à avoir des devoirs, tu sais, à la maison, on a très bien compris que si on se divisait le travail, ça allait vachement plus vite. Donc, tu en as une qui fait, les maths, l'autre qui fait le français, tu échanges, tu tes leçons toutes les 2 par contre, parce que j'ai pas passé des examens à sa place. Oui, voilà. Les contrôles, on les faisait, mais tu comprends quand même que quand tu collabores, quand tu t'organises, tu arrives à aller plus vite et à avoir des meilleurs résultats. Tout à l'heure, tu, nous disais que vous imaginiez,
justement de faire une structure ensemble, de travailler ensemble, on va en parler. Moi, j'ai retenu, un post, une phrase que justement, Laurie a dit récemment, sur LinkedIn, donc ça c'était, assez marrant. Donc du coup, je la cite, hein, que j'ai charrié, donc toi, que j'ai charrié, 1000 fois en faisant semblant de m'endormir alors qu'elle me parlait d'anecdotes croustillantes sur le sujet, donc notamment de la paléoanthropologie, de cette passion qui te dévore. Enfin, tu vois bien l'anecdote. J'aimerais que tu nous en parles et d'ailleurs, comment ça t'est venu cette passion-là et comment ta sœur a absorbé ça? Parce qu'elle est pas autant fan que toi, quoi. Elle s'y intéresse par la force des choses, je Elle est crois. obligée. Elle est obligée, elle a pas eu le choix. Alors comment ça je j'arrive pas à te dire comment ça m'est venu. Ça m'est venu parce que je me posais des questions, Sur petite l'existence. et je me souviens que dès qu'il y avait un documentaire à la télé, je voulais le voir, mais par contre, j'en parlais pas. Tu vois, c'est un truc que je gardais, pas mal pour moi. Enfin, j'avais bien vu que ça intéressait pas spécialement, les autres et donc pendant très longtemps, c'était plutôt, documentaire à la télé. Dès qu'il y avait des magazines qui sortaient sur le sujet, je m'en emparais et après, je sais pas te dire depuis combien de temps, mais je dirais une dizaine d'années peut-être. Comme la science a fait énormément de 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 progrès, en fait, dans le domaine de l'évolution des espèces humaines, de la connaissance de Mmh. l'évolution, même au niveau, génétique, bah, c'est là où j'ai commencé à beaucoup lire. Alors d'abord les ouvrages français disponibles et puis après, comme il n'y en avait plus assez, je suis allée taper chez les Américains parce que enfin, chez les Anglais parce que c'est pas forcément des Américains, qui les écrivent, mais les livres sont en anglais et et en fait, c'est là que j'ai découvert vraiment un univers, absolument incroyable. Moi, je lis quelques livres business parce qu'en parallèle, j'avais déjà monté mon entreprise, tout ça. J'en lis, je trouve ça Mmh. sympa, mais ça m'attirait pas autant du tout que c'est comme si tu lisais des livres pour faire tes devoirs et tu avais Mmh. tes livres que tu comme les romans, ben, moi, c'était plutôt des livres de paléanthropologie, même si je lis des romans, bien entendu, j'adore lire et c'est en lisant ces livres que j'ai commencé à faire des parallèles avec ma propre expérience d'entrepreneur et puis aussi les clients, qu'on accompagnait puisqu'on moi, je travaille avec d'autres entreprises, sur des tu l'as dit tout à l'heure, sur le marketing, donc sur des stratégies marketing B2B, mais également sur les stratégies d'entreprise et c'est là où tu te dis: «Mais en fait, il y a plein de parallèles». C'est vraiment, la connexion s'est faite à ce moment-là. C'est incroyable, on va parler du livre et du nom justement qui fait appel à ça, parce que si on prononce donc le nom Homo entrepreneurus, tu dis: «Mais elle va me parler, de la génétique, des gènes, de l'épigénétique», et en fait non, tu parles de marketing, donc on va en parler après, mais moi ça m'a frappée parce que je t'ai pas découverte à travers cette passion-là et je me suis dit: «Mais comment on arrive un jour à être passionné?» Déjà, c'est atypique, un gosse, à la cuisine, princesse, tu vois? Des trucs basiques. Non, c'est pas trop mon truc les princesses, moi. Oui, non, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien et comment ça te nourrissait? Et tu la seule de la famille qui est vraiment Oui, intéressée? oui, je suis la seule et en fait, pour reprendre l'anecdote que tu disais sur Louis qui a dit, qu'elle fait semblant de s'endormir, c'est que comme je pouvais en parler à personne, bah, elle est captive au bureau, j'ai envie de te dire, elle est obligée de m'écouter et je pense que ça l'a intéressée, mais peut-être que parfois Ouais. j'ai un peu abusé, en parlant, beaucoup, donc elle faisait semblant de s'endormir et après il y a des blagues quand tu es en famille, quand on tu des dîners de famille, Sandy: «Ouais, Sandy, elle va encore la ramener avec son néandertal». Même mes enfants me charrient dessus en vrai, hein. Ah oui, d'ailleurs, oui, donc du coup, eux aussi, tu les bassines, j'ai envie de Oui, oui, dire. oui, je l'ai ben oui, tu sais, c'est ton premier public. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'en parlais pas parce que, je savais enfin, je sais pas si je savais. J'avais l'impression que déjà, ça n'intéressait pas grand monde, ce qui est assez, vrai. Mais après, quand tu en parles, les gens s'y intéressent et du coup, bah, tu en parles, aux gens autour de toi, donc ta famille, pas toute la journée, hein, mais après ça va, ils rigolaient en disant: «Ouais, Sandy va encore nous saouler avec Néandertal». Donc tu découvres régulièrement de nouveaux ouvrages. En fait, c'est une vraie passion, enfin, c'est Oui. constant, quoi. Oui, alors j'en ai lu beaucoup. Après, j'ai écrit le livre. Là, j'en ai un sur ma table de chevet, mais j'avoue que là, j'essaye aussi de m'ouvrir un peu, Mmh. à d'autres choses. Mais oui, je continue, de lire beaucoup et ce qui est trop mignon maintenant, c'est qu'en fait, comme j'ai commencé à en parler et j'osais pas en parler, hein, ça a été hyper dur pour moi d'en parler publiquement. Je me souviens encore le premier post LinkedIn que je tremblais, je transpirais à l'idée d'appuyer sur le bouton et de dire: «OK, j'écris un livre sur ce sujet-là» et ben, en fait, ça a été hyper bien pris et maintenant j'ai plein de gens qui m'envoient des messages privés, en disant: «Ah regarde la couverture de tel magazine, et c'est Mmh. dédié à Sapiens, c'est dédié à Néandertal, il faut que tu l'achètes, j'ai pensé à toi». C'est super mignon en fait. Les gens, ils ont beaucoup plus, été tolérants et accrochés sur le sujet que ce que j'imaginais. Parce que la première fois que j'en avais parlé à un client qui est un peu un copain, je me souviens il avait eu cette phrase en disant,
heu, c'est très, bizarre de s'intéresser à ça pour une fille et alors j'étais Mmh. là: «OK, d'accord». Bah, j'ai mis encore 1 an après, hein. Donc du ça a repoussé les choses. Bah, je pensais pas encore au livre à l'époque, mais je me souviens que je me suis dit: «OK, en fait, tu as pris ton courage à 2 mains, tu l'as dit, tu Mmh. t'es pris un gros mur». Ce qui était je pense pas qu'il pensait à mal honnêtement. Il y a juste eu une réaction, oui, enfin, pas Oui. normale, mais spontanée. Je dirais pas que c'est normal et ce qui a retardé un peu, le fait que j'en parle publiquement et c'est aussi ça qui a fait que j'étais très stressée à l'idée d'en parler. C'est ça que j'aime bien justement dans ton profil, au-delà du fait qu'on est dans une branche un peu commune, donc le web, la com, le marketing. Les 15 ans, forcément, ça fait sens. Une anecdote aussi d'une personne qu'on a en commun, donc ça a renforcé. Et aussi, on est dans une société où on veut rentrer dans des cases. Tu sais, on le dit souvent sur LinkedIn dans la stratégie, une offre, une différenciation ou alors une voie. Sinon, en fait, les clients ne comprennent pas. Finalement, tu aurais pu presque être archéologue, je sais pas, tu Alors vois. j'ai pas du tout les études pour, mais Non, mais cette passion, elle est juste incroyable. Je suis sûre que tu en connais même plus que certains qui sont presque dans le domaine, non, je pense pas quand non? même. Non, non, non. Bah, je Alors te flatte. si, 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 ça m'est déjà arrivé de faire une expo dans un musée d et c'était des on va dire des étudiants stagiaires qui accueillaient et là je transpirais parce qu'ils racontaient, je vais pas dire n'importe quoi, mais on va dire que c'était très, très, très vulgarisé, c'était trop en fait, ça n'avait plus de sens. Mais pour en revenir à ce que tu dis, oui, c'est pas évident, heu, au niveau de la lecture que les gens peuvent avoir. Tu sais, on te parle de personal branding, on te parle d'être Mmh. niché, on te parle d'avoir toujours les mêmes messages pour être le plus lisible possible et tu te dis: «En fait, si j'arrive et que je débarque et je parle de ça à côté, est-ce que ça va être encore cohérent?» En plus, c'est pas hyper mainstream non plus, hein. Je veux dire, que tu Mmh. t'intéresses à il y a Non. des choses plus mainstream que ça et je me souviens du premier post que j'ai fait, j'ai écrit, «J'ai une passion chelou qui n'intéresse personne». J'ai et en fait, le post a eu un succès fou parce que je crois qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des passions cheloues Oui, qui et qui n'intéressent n'osent pas le personne dire. et qui n'osent pas le dire et en fait, c'est ça leur vraie richesse. Enfin, c'est pas juste il y a plein d'autres choses qui font leur richesse, mais ça fait partie de leur, unicité, de leur singularité et bah, c'est pas toujours évident à assumer. Je dis pas que je l'assume maintenant, pleinement, tu vois? Que, je suis pas, j'ai pas l'étiquette scientifique et je la revendique absolument pas. J'ai l'étiquette passionnée et ça me convient parfaitement. Et comment cette passion, elle a nourri finalement ton avenir, ton parcours professionnel? Alors au début, je sais pas si elle l'a nourri. Je pense qu'en fait, je les voyais comme 2 choses complètement Mmh. séparées, tu vois? C'était genre j'ai mon entreprise, j'ai cette passion que personne ne connaît à part, les gens qui vivent avec moi et qui voient la pile de bouquins à côté de mon lit qui arrête pas de grandir, d'ailleurs. Heu et c'est quand j'ai commencé à faire les parallèles, et à les prendre plus sérieusement que ce que je le prenais par le passé, où j'ai pris conscience de certaines choses comme par exemple la collaboration. Évidemment, tu es entrepreneur, tu collabores, tu te poses pas la question parce que sinon tu Mmh. meurs de toute façon, donc mais l'envergure de la collaboration et des liens que tu es capable de créer pour pas seulement développer, mais faire durer ton entreprise. Parce qu'en fait, Mmh. aujourd'hui, on te parle beaucoup de comment tu développes ton entreprise. On te parle beaucoup moins de comment tu fais durer Mmh. ton entreprise. Parce qu'on est ultra court-termiste, qui est on est câblé comme ça, il y a pas de jugement à avoir, mais enfin, je pense que tu es entrepreneur et tu vois comme Mmh moi, mh. le plus dur, c'est pas tellement de la créer ton entreprise, c'est de la faire durer. C'est comme le sportif qui va tenir des années. Exactement. Et tu vois, au début, moi, je mettais pas en avant le 15 ans, enfin à l'époque, c'était 12 ans, 13 ans, et cetera. Et c'est dernièrement une personne qui m'a dit: «Ah mais ça fait des encore 15 ans et tu as Mais tu toujours pas fait ça?» morte? Ouais, non, c'est ça. «Tu as pas fait un burn-out?» Ouais, j'aurais pu, tu vois? Et en fait, c'est ça aussi qui m'a plu dans ton parcours, c'est je me dis: «Ah ouais, elle a toujours fait pareil, elle a pas lâché et en fait, elle a maintenu ce rythme-là». Un peu comme pour la santé, tu maintiens ton corps pour être en bonne santé, tu vois? Exactement et c'est aussi pour ça que l'angle du livre, c'est pas, je voulais pas écrire quelque chose qui parle juste de développer, mais vraiment de faire durer. Parce que c'est Mmh. aujourd'hui, c'est le plus gros challenge. Je veux pas dire que développer son processus, c'est facile, attention, c'est pas mon propos. Mais le plus difficile, c'est comment je le fais durer. Ouais. Comment je traverse, les périodes où ça va bien. Bon, tu te poses moins la question quand ça va bien, mais Mmh. comment je traverse les périodes de forte incertitude comme on vit actuellement d'ailleurs. Comment, j'arrive à rester innovant? Comment j'arrive à pas me faire bouffer par des concurrents? Parce que c'est quand même illusoire de te dire que tu vas rester 15 ans dans un océan bleu où il se passera rien, quoi. Non, enfin, si s'il se passe rien, c'est qu'en fait, il y a pas de marché et que ça n'intéresse personne. Donc c'est vraiment, au fur et à mesure je crois que j'ai grandi en tant qu'entrepreneur et plus je grandissais en tant qu'entrepreneur et plus j'ai fait les liens avec. On va parler de l'ouvrage après, mais je voudrais revenir sur
À quel moment il y a eu le déclenchement de l'association, de l'union avec ta sœur dans dans la création de My Marketing Experience, donc en 2010 si je me trompe pas. Exact. Comment ça s'est fait? Comment vous avez démarré et comment, vous cohabitez ensemble, au sein de la structure? Alors comment ça a démarré? À l'époque, on était toutes les 2 salariées depuis plusieurs années dans le marketing, donc on avait toutes les 2 des Mmh. postes en marketing. Je précise, pas dans les mêmes entreprises parce que des fois on nous le demande, vous Oui. travaillez non, 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 on avait chacune, je crois qu'on avait chacune trois postes salariés dans 3 entreprises différentes. Loé était plutôt en B2C d'ailleurs et moi j'ai toujours été en B2B et ce dont on s'était rendu compte, surtout moi d'ailleurs, c'est qu'en fait on était souvent appelés, par des anciens Mmh. employeurs, par des gens de notre réseau pour dire, «Est-ce que tu peux m'aider avec mon marketing?» Tu vois, c'était l'avènement du digital, on en parlait tout à l'heure et toi aussi, tu as connu, Mmh. alors c'est pas l'avènement, c'était la démocratisation. Ouais, mais C'est le digital, 2009-2010, c'était Facebook en bêta-test, il y avait pas Instagram. À chaque fois que je le dis, il y les avait gens pas me disent: Instagram. «Pas Instagram», il y avait pas LinkedIn. Il y avait le Si, dé si, il y avait LinkedIn parce que moi, j'étais en tant que salariée, j'étais sur 2010? LinkedIn. Oui, moi, j'ai Ah ouais? j'ai fait de la prospection sur LinkedIn en 2008. C'était l'Eldorado, c'était génial, hein, je peux t'assurer que Ouais, mais c'était pas très connu, quoi. c'était pas très connu, mais c'était quand même pas mal utilisé sur des marchés comme Ouais. l'Afrique. Moi, à l'époque, l'entreprise dans laquelle je travaillais était plutôt sur l'Afrique et le Moyen-Orient Mmh. et tu pouvais, discuter avec des CEO, j'étais dans les télécoms, des CEO d'opérateurs télécoms, Mmh. en direct sur LinkedIn. Tu pouvais prospecter, ils répondaient, tu décrochais des rendez-vous, c'était incroyable. Donc oui, moi j'y étais déjà, alors pas pour mon entreprise. Mmh. Après je l'ai utilisé, pour l'entreprise, mais je pense pas à partir de 2010 honnêtement. Je pense que j'avais un profil, mais pas hyper actif. J'utilisais plus Facebook qui marchait d'ailleurs très, très bien au À début. l'époque, oui. Mais pour répondre à ta question du coup, on se rendait bien compte qu'on était souvent sollicités. Voilà, Mmh. on nous demandait, et tu arrives pas à répondre, enfin, tu as déjà ton job salarié qui te prend du temps, tu peux dépanner des gens, les aider, mais tu peux pas, enfin, tu essaies d'avoir une vie perso à côté et un soir en rentrant du travail, à l'époque, Laure et moi, on habitait dans le même immeuble, pas ensemble, Vraiment, précise, mais pas très loin. oui, pas au même étage, ouais, et en fait, je suis allée sonner chez elle, tout simplement. J'ai sonné, je l'avais même pas téléphoné, je me suis pointée chez elle, j'ai sonné, elle m'a ouvert la porte, elle m'a même pas fait rentrer d'ailleurs, ça me fait toujours mourir de rire, elle m'a laissée sur son paillasson et je l'ai pitché, je lui ai dit: «Tu sais, j'ai eu cette idée, ce qu'on fait actuellement, on pourrait finalement le faire pour plusieurs entreprises en même temps». Avoir une agence de marketing spécialisée sur les TPE-PME qui ne peuvent pas se payer des profils comme nous, qui ont pas forcément, besoin à temps plein ou qui ont pas, les budgets non plus, hein, tu vois? Mmh. Pour recruter des on n'était pas des profils seniors, mais on avait déjà quand même un petit peu d'expérience et je lui dis: «Bah, sur le modèle, d'externalisation, un peu comme tu as ton expert comptable Mmh. finalement, tu peux déléguer le marketing comme ça». C'était le premier er le business model historique de My Marketing Experience et en fait, je me souviens qu'elle m'a regardée et fait: «OK, Allez. on y va». Oui, en fait, on s'est pas posé 1 million de questions. C'était risqué, mais pas si risqué que ça, tu vois? Ouais. C'était pas, heu, tu le fais et puis voilà et alors ce qui s'est passé après, c'est on a commencé à monter un vague business plan. Ça me fait toujours rigoler quand je dis ça parce que les business C'était plans 3 idées qui sur une n'engagent feuille. que la personne qui l'écrit. Et on a présenté un concours de création, d'entreprise à l'époque. À l'écrit, on a foiré lamentablement, globalement, personne n'y croyait, personne. C'est vraiment ils ont dit: «Mais c'est quoi Mmh. cette lubie et qu'est-ce Puis qu'elle nous a 2 nanas en sorti?» plus, On nous a pas fait le feedback sur les nanas, mais vraiment, et puis je sais pas ce qui s'est passé, parce que ça, je l'ai appris des années plus tard, mais ils se sont dit: «Bon, on va quand même leur donner une chance à l'oral», tu vois? Genre, elles sont jeunes, faut mmh. laisser la chance aux jeunes et tout. Et par contre, quand on a pitché à l'oral, on a été ultra convaincantes. On a ça passé de ça à ça parce qu'on a gagné, en fait. OK. On a gagné et plusieurs années plus tard, ils nous ont dit: «À l'oral, vous avez tout déchiré, vous avez su embarquer avec votre vision, vous avez su, mettre des mots». D'ailleurs, clairement, la capacité à pitcher, Mmh. jouer sur les émotions, c'est un truc que j'ai compris à ce moment-là, que j'ai pas spécialement hyper bien maîtrisé dès le départ, hein, attention, mais je l'ai compris et c'est comme ça que l'aventure a démarré parce que 2 semaines plus tard, on avait notre premier client. Donc ça, c'était 2009, 10. Ouais, alors, on a gagné en décembre 2009, on a monté la société en avril 2010 et entre les 2, bah, tu sais ce que c'est, Oui. tu peux pas dire à des clients: «Non, j'ai pas mes statuts qui sont déposés». Tu prends et puis tu factures après, mais tu fais la mission quand même.
Si tu devais définir très facilement pour les personnes qui ne connaissent pas le marketing, parce que moi je connais, donc forcément c'est plus facile. Simplement, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Il y en a qui pourraient dire: «Ah bah elle me fait des posts LinkedIn», alors que c'est pas vraiment ça C'est un toujours. moyen. Voilà. Alors moi, j'aime bien dire que le marketing, c'est le moyen, ça aide à être repéré, préféré, choisi et rechoisi dans la durée. Pour moi, c'est ça la Mmh. mission du marketing. Évidemment que derrière, tu as la dimension de vendre, mais tu peux utiliser le marketing si tu ne vends rien. Tu as des associations qui ne vendent rien et qui ont des départements marketing Mmh. colossaux même. Donc c'est vraiment ça. Et donc du coup, de là, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas, nous, on travaille qu'avec donc My Marketing Experience, c'est une agence de conseil et de services en marketing B2B, donc spécialisée sur les entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Et nous, on a en plus la casquette d'aider des entreprises avec des expertises particulièrement complexes et de l'innovation. Alors l'innovation, c'est pas forcément tech, ça peut être de l'innovation, soft, c'est-à-dire, l'innovation d'usage. Et bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas travailler des stratégies. Mmh. Ça veut dire que tu dois, bon, ce que tu connais parfaitement parce que dans le web, c'est du marketing, le web, hein. C'est Ouais. une branche du marketing, mais c'est, exactement ça. C'est tu sais pas à qui tu t'adresses, ce que tu lui vends et en quoi tu veux être perçu comme différent de Ouais. tes concurrents. Bah, si tu as pas fait ce boulot-là, les choses vont être vachement difficiles quand même, hein. Ça, c'est la première chose à faire et après, ben, tu as tous les canaux. C'est maintenant, je sais ce que je vends, je sais à qui je veux le vendre, je sais comment je suis différent, comment je vais aller Mmh. chercher les personnes, comment je vais les toucher et comment je vais me différencier. Tu choisis quelle typologie de client? Tu as, un, un bon de commande, un cahier des charges, des prérequis? Comment ça se passe? Alors nous, on travaille avec des entreprises en B2B déjà, donc ça Mmh. élimine, Voilà. tout le B2C. On a commencé, au début, on faisait du B2C, hein et le jour, je crois qu'on a eu une demande pour, marketer des poupées vaudou. Là, j'ai dit: «Non, je pense Ah que ça oui. va plus passer». Après, j'ai beaucoup de respect pour, les gens qui travaillent en B2C, ça n'a rien à voir, mais Ouais. finalement, on s'éclatait pas du tout, beaucoup moins en tout cas. Donc on a éliminé, et on s'est concentré que sur le B2B. Donc nous, on travaille plutôt avec des PME, on a aussi des TPE, on travaille aussi avec des grands groupes, donc il y a pas de typologie sur la taille de Mmh. l'entreprise. En revanche, oui, elles sont en B2B et souvent, très, très souvent, c'est des entreprises avec des expertises, fortes, complexes, innovantes, qui vont avoir des cycles un peu longs, ou des difficultés à exprimer leur proposition de valeur, leur valeur Mmh. ajoutée et comment je me différencie. On est spécialisé sur tout ce qui est, voilà, positionnement, offre. Heu, au fur et à mesure des années, tu sais, tu Mmh. affines et avec une très bonne connaissance, du terrain, tu vois? On a ça en commun, en fait, je le sais, c'est que tu connais toi aussi, tu Ouais. sais ce que c'est la stratégie et tu sais aussi ce que c'est sur le terrain et le problème quand tu fais que de la stratégie et pas du terrain, c'est que tu risques de te Mmh. lourder et de te faire un truc qui est absolument pas implémentable et pour nous, si tu fais que du terrain, tu as pas la vision Mmh. stratégique, bah, du coup, tu risques un peu de louper ta cible. Bah, c'est vrai que le web, la com, je dis le web en général, hein, avec un gros W, c'est devenu plus complexe. Quand on a démarré, quand je dis ensemble, c'est la même période. Tu sais, moi je dis souvent, mes concurrents, moi dans le web, c'était les pages jaunes. C'est vrai, hein? C'est drôle, hein, maintenant. Bon, Moi non, mais toi, clairement. les 2000 et quelques, ils comprendront pas, mais c'est ça. Et en fait, finalement, tu dis maintenant, il y a tellement d'outils, les gens sont perdus, que finalement, ils disent: «Oui, bon, OK, elle fait ça, elle fait du web, fait de la com, fait des vidéos, fait du marketing». Oui, mais quand tu dis qu'il y a tout le background derrière, bah, nous, on a eu le temps de voir évoluer. D'ailleurs, comment tu as vu l'évolution? C'est quoi un peu ton constat sur les 15 années qui se sont passées? Est-ce que c'est plus compliqué? C'est plus simple pour toi aujourd'hui? Je trouve qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus simples. Ouais, comme Alors, quoi? je dirais pas pour moi parce que, tu as un biais forcément, quand ça fait 15 ans que tu es dans un métier ou que tu as une entreprise qui a 15 ans, tu as des avantages, enfin, Mmh. tu as cet effet d'expérience qui joue en ta faveur, clairement, il faut être hyper réaliste. Mais si je commençais aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses qui sont plus faciles qu'avant. C'est que déjà, tu as beaucoup plus d'outils à ta disposition. Ouais. Tu vois, tu veux faire des vidéos, ne serait-ce que ce qu'on est en Mmh. train de faire un podcast. À l'époque, c'était hyper galère. Mmh. Si tu avais pas le bon matériel, c'était compliqué pour les montages. Maintenant, tu as Mmh. beaucoup d'outils qui te permettent de simplifier tout ça. Tu as plus de canaux, tu as plus d'outils qui te permettent quand tu crées un vrai contenu, de pouvoir le décliner avec, en plus petit contenu, Mmh. tu vois? Donc au niveau de l'accessibilité de la création de contenu, il y a pas photo. Ouais. Franchement, aujourd'hui, c'est 10 fois plus simple. Tu as plus de réseaux, je trouve aussi. Les Ouais. réseaux sur LinkedIn, tu as plus de monde, donc tu peux plus facilement aller chercher des gens. En revanche, évidemment, il y a des choses, des stratégies qu'on a utilisées, au tout début de ma marketing expérience il y a 15 ans qui aujourd'hui, je pense, fonctionnent toujours, mais il y a beaucoup plus de concurrence.
Donc comme nous, on avait décidé dès le départ d'avoir une stratégie, de contenu. Ce qui je t'assure qu'il y a 15 ans, on est passé pour des Bah ovnis, oui. mais alors, on écrivait 2 blogs par semaine, 2 articles de blog par semaine. C'était beaucoup de travail, mais ça nous rapportait des clients parce qu'en fait, c'était moins concurrentiel. Mais il y avait pas Il y grand avait il monde? y avait des il y avait des blogs marketing, mais Ouais. pas beaucoup, très, très peu. On avait sorti une newsletter, pareil, tu avais très peu de concurrence sur la newsletter. Mmh. On était présente sur les réseaux sociaux. Alors à l'époque, on était sur Facebook et Twitter, qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, par exemple. Mais ça nous rapportait, des clients. Donc c'est pas des c'est une stratégie qui de contenu, ça marche toujours aujourd'hui, attention. Mais le dispositif nécessaire pour avoir des résultats, déjà, ça prend plus de temps d'avoir des résultats aujourd'hui Mmh. et c'est plus technique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des articles de blog qui étaient même pas vraiment optimisés pour le SEO, quoi. Franchement, Ça marchait à l'époque? bah, en fait, on a créé du volume. Oui, ça a marché, Oui. mais je déconseillerais de faire comme ça aujourd'hui, complètement. Mais si je réponds à ta question, qu'est-ce qui a changé? Bah, il y a des choses qui étaient plus faciles, il y a des choses qui Mmh. étaient, moins faciles. Prospecter, c'est plus facile aujourd'hui pour moi. Ouais, moi je parle toujours d'adaptabilité, de flexibilité parce que oui, les outils ont changé. Oui, ce qu'on faisait avant, évidemment, tu parlais des articles, tu faisais un article avec, 2-3 un peu stratégie SEO, ça marchait. Maintenant, tu as 50 concurrents derrière qui font la même chose. Donc oui, Ouais. mais il y a quand même des supers astuces, des supers outils. Tu te parles de la disponibilité. Si tu avais 3 conseils à donner à un jeune entrepreneur, quel soit le domaine, hein, parce que le marketing, c'est assez vaste, en tout cas toi, B2B, ça serait quoi ces 3 conseils, qui viendraient comme ça spontanément? Voir long terme, ce qui est très difficile, Mmh. parce qu'en général, souvent les profils, de dirigeants d'entreprise ont en commun d'être des gens impatients. Je m'inclus complètement dans le lot, Je hein. peux m'inclure aussi, hein. Voilà. Attention, je dis pas les autres, moi je suis parfaite, je suis extrêmement impatiente, mais par contre le truc que j'ai bien aujourd'hui saisi, c'est que, ce qui paye le plus, c'est de tenir un effort sur le Mmh. long terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger, hein, qu'il ne faut pas faire des essais-erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut tenir la même chose dans la durée. Bien sûr qu'il faut Mmh. avoir des actions correctives, mais dire, je me lance dans je sais pas moi, la création de contenu avec un blog et au bout d'un mois dire: «J'arrête parce que ça marche pas» ou créer un podcast et au bout de 3 épisodes dire: Mmh. «J'arrête parce que ça marche pas». Non, mais arrêtez, en fait, ça marche jamais ou enfin, c'est l'exception, en fait, qui Ouais. marche au bout de 3 épisodes. C'est pas la règle. Donc clairement, je dirais, voir, long terme et avoir cette persévérance. Je sais pas si on peut parler de discipline, mais en tout cas de persévérance. Oui. Hem, de savoir s'entourer. Alors on parle souvent du réseau, mais souvent le problème du mot réseau, c'est qu'on pense forcément à réseaux sociaux ou, réseaux, physiques, type, club business. Yes. Moi, je pense qu'il faut savoir s'entourer de manière large, c'est-à-dire, ça peut être, avoir une famille qui te Mmh. soutient, ça peut être avoir un conjoint qui te Mmh. soutient, ça peut s'entourer avec des bonnes personnes soutenantes qui vont soit avoir un soutien, émotionnel, parce que Mmh. ta famille, va pas forcément, te présenter des clients, mais elle peut en revanche te soutenir, Ouais, dans quand tes tu actions. rentres à la maison le soir. Voilà. Bah, Laurie, elle a fait un post la dernière fois, elle a dit qu'un des premiers recrutements de My Marketing Experience, c'est d'avoir pris, une personne pour nous aider pour le ménage. Parce que comme ça libérait qui est toujours la même personne 15 ans plus tard, Ouais, hein, je tiens à préciser. génial. Voilà, c'est elle pour Bravo. nous, elle fait quand même partie de l'équipe, même si elle s'occupe, du ménage, même si elle a pas d'interaction avec les clients, c'est chez nous, c'est une personne qui mais finalement, c'est aussi savoir s'entourer Mmh. pour te libérer du temps, pour, contribuer à ce que tu t'épanouisses et que tu puisses affecter ton focus ailleurs. Donc moi, les réseaux, c'est hyper important, mais je préfère l'étendre au sens large. Ça peut Mmh. être aussi des pairs, de pas rester tout seul. C'est un peu le reproche que je ferais aujourd'hui, c'est de te laisser croire qu'on peut toujours tout faire tout seul. Bon, et je l'ai cru moi à une époque, hein, quand même. Donc, Et qu'est-ce qui a fait qui a changé? en fait, je dis ça, mais moi, j'ai jamais été seule puisque j'étais associée avec ma Bah, sœur. oui. Donc on me dit souvent la solitude du dirigeant. Bon, pardon, je suis désolée, il y en a qui vont être hyper jaloux. Moi, je sais même pas ce que c'est la Mmh. solitude du dirigeant parce que comme je suis, voilà, associée avec ma sœur et qu'on a une très Vous bonne avez un lien, relation. Et tant génétique. mieux, je veux dire, je cherche pas du tout à avoir cette expérience de la solitude du dirigeant, ça me tente pas du tout, mais je peux imaginer que c'est complètement réel. Mais, dans le temps, je l'ai compris qu'on pouvait pas être que 2. Tu as les clients, mais les clients, c'est Mmh. ton réseau, mais c'est tes clients et moi j'ai mis du temps par contre, tu vois? Je peux Plus qu'elle? Ou elle aussi? oui, je pense Ouais. qu'elle elle est plus
Alors, je vais pas dire qu'elle a les meilleures compétences, sociales parce qu'on va croire que je suis pas du tout sociable. Non, mais il y a toujours forcément un moins. Elle est plus. Oui. OK. Et elle aime ça? Elle aime ça, oui, oui. Mais c'est pas moi, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que c'est pas forcément C'est ma moins ton nature, ouais, ça te stimule moins, en fait. c'est pas ma nature, tu vois? On en parlait tout à l'heure, moi je suis pas allée à sortir tous les soirs, dans des Mmh. réseaux, même si je pense que, c'est quelque chose de bénéfique. Pas tous les soirs, hein, mais oui, tu vois? Mmh. Je peux pas le nier. Mais je vais être hyper honnête, j'ai mis du temps à le comprendre. Mmh. Tu as parlé du premier, du deuxième, le troisième, ça serait quoi? Ah, le troisième, donc J'ai pas perdu le fil, hein? non, non, moi non plus. Le troisième conseil, c'est de se remettre en question. Pas tous les 4 matins parce qu'il faut se remettre en question, Mmh. c'est écrit dans ton agenda, mais de toujours garder un œil sur ton marché, tes clients, tes prospects, de demander du Mmh. feedback parce qu'en fait, les choses changent vite. Heu, Aujourd'hui, on dit toujours: «Ça change plus vite aujourd'hui». Peut-être, Mmh. c'est vrai. Faut pas croire qu'il y a 15 ans, ça changeait pas vite non plus, quoi. Ouais. Il y avait déjà, je veux dire, toutes les techniques changent très vite. Si tu te mets pas à jour, si tu te tiens pas au moins informé de ce qui se passe, tu es très, très, Mmh. très vite dépassé. En 15 ans, tu as eu pas mal d'expériences. Tu as eu, quand je dis réussite, échec, c'est des moments, plus ou moins up and down, Ah voilà. oui, oui, oui. Qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce que tu voudrais, aujourd'hui transmettre en te disant: «Bah, voilà, ça, heureusement que je l'ai eu parce que ça m'a donné un coup de pied aux fesses et ça m'a réveillé» ou au contraire, cet élément, je n'aurais pas voulu l'avoir? Dans ton parcours avec ta sœur, hein, professionnel, je parle, hein. Alors, je vais d'abord te dire sur ce que j'aurais pas aimé ne pas avoir. Ouais, Heu, Nous, le covid, ça a pas été la période de notre vie, tu vois? OK. Plein de gens disent, «C'était C'est vrai, la on en meilleure parlait, ouais. année», nous, pas du tout. Je dis pas que j'ai un trauma et que je suis en thérapie depuis, mais quand, plein de gens me disent, «Ah, c'était une super bonne année, moi j'ai adoré, non seulement j'ai adoré rester chez moi tout le temps pour le confinement, mais en plus, j'ai fait une Mmh. super bonne année». Bon, bah, tu vois, moi, c'était Ouais. l'inverse. Tu as C'est, détesté rester chez j'ai toi. détesté rester chez moi parce que je n'aime pas l'enfermement, donc déjà ça, c'était à titre perso, c'était vraiment super difficile. On a perdu 39 de notre chiffre d'affaires alors qu'on avait fait une très belle année, juste avant et que le début de l'année était hyper Mmh. prometteur. Donc nous, c'était pourri, hein. Moi, franchement, je vais pas te dire, j'en ai tiré plein de leçons, Mmh. non, non, j'en ai juste tiré la leçon que c'était pourri. Mais non, c'est pas vrai, je peux pas dire que j'ai pas tiré de leçon. Mais que, ça fait partie de la vie d'une entreprise, que tu peux pas tout prévoir, clairement. Tu peux pas tout prévoir. Tu prévois pas un covid, tu prévois pas, ça m'est pas arrivé, je souhaite pas que ça m'arrive, mais tu peux tomber malade. Il peut t'arriver des il p Ça peut arriver et ça, je pense que c'est un truc que j'ai réalisé à ce moment-là, que tu peux pas tout contrôler et que, bah, quand ça t'arrive, il faut trouver des solutions pour, heu, pour Ouais. remonter. Alors nous, notre chance quand même aussi, c'est que, quand on a commencé My Marketing Experience, il y a quelqu'un qui nous a dit: «La trésor, c'est la vie». Je m'en souviens très bien. On m'a dit: «La trésorerie, c'est la vie. Vous devez veiller à votre trésorerie vraiment comme, justement, comme sur un trésor». Ça OK. porte bien son nom et ça, on l'a toujours en tête. Ce qui fait que, nous, on a toujours été ultra vigilantes sur ce sujet et arrivé, au covid où tu perds, bah, 39 Ouais. de ton CA, enfin moins 39 de CA, bah, c'est ce qui a fait qu'on l'a traversé, quoi, le covid. Ouais. Que Sinon, si tu avais pas ça, on a financé le covid. vous êtes Ah autopayé. bah, si on n'avait pas eu, une trésor comme on l'avait, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est souvent ça qui fait fermer une boîte, c'est le fait de ne pas regarder assez, à l'avance, sous 1 an, sur 2 ans, très souvent pendant le covid, j'entendais: «Ah mais les grands groupes, de toute façon, ils vont rester, ils ont des tonnes d'argent de côté», bon, voilà, par contre, un entrepreneur, c'est vrai que ceux qui ont démarré début janvier en 2020 a été compliqué, quoi. Oui, c'est pas de leur faute, Mmh. c'est juste comme ça, quoi. C'est pas qu'ils étaient mauvais, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu as quand même un facteur chance dans l'entrepreneuriat qui est réel. Arriver au bon moment, le bon timing, ça existe. Je veux dire, c'est pas tout n'est pas tu comme tu maîtrises pas tout, le côté timing et chance, Mmh. il est quand même réel et ceux qui se sont lancés en janvier 2020, bah, effectivement, Mmh. super mauvais timing, mais ils pouvaient pas savoir Ouais.
Et la trésorerie, ben, oui, ça te permet de tenir. Il y a pas qu'un défaut de trésorerie qui fait qu'une entreprise, coule, hein. Oui, oui. Il y en a plein, tu prends Kodak, je pense que la trésorerie, ça l'est, en fait, hein, mais Mais le produit s'est pas renouvelé, je pense. oui, après, c'est une manque de vision de marché, une grosse myopie, moi, ce que j'appelle de la myopie et c'est-à-dire que tu es tellement près, tu regardes même plus, tu vois tout Ouais, flou et tu dis: «Non, c'est bon». ouais. Tu as plein d'entre Moi, ce que je constate dans chez les entreprises qui sont, innovantes, un peu en avance, tu vois, on parlait d'Océan Bleu tout à l'heure, tu en as, elles arrivent, elles sont un peu les pionnières, il y a pas beaucoup de concurrents. Mmh. Elles passent plusieurs années en disant: «C'est bon, c'est pépère» et puis un jour, elles lèvent le nez et elles voient tous les concurrents dans le rétroviseur qui arrivent au galop et ça peut arriver que ce soit trop tard, quoi. Parce qu'ils ont investi dans le marketing, ils ont investi dans une mar enfin, ils ont fait les bons investissements pour être en adéquation avec le marché, être repérés, Mmh. préférés et là, souvent, c'est trop tard et même s'il y a une bonne trésor, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est aussi avoir cette longueur d'avance en disant: «Faut se remettre à niveau, faut réfléchir». J'en parlais il y a quelques jours avec une personne dans le luxe, parce que forcément, on va pas citer les marques aujourd'hui, mais que ce soit, la parfumerie ou la mode, il faut constamment avoir ce renouvellement pour pas que la marque vieillisse. Mais dans l'automobile, c'est un peu pareil, hein. C'est ce qui se passe dans les têtes d'affiche dernièrement. Bon, moi, je connais bien parce que mon père était dans le secteur automobile et les grandes marques allemandes, pour pas les citer, bah, en fait, il y a eu des images un peu vieillissantes, donc ils essayent de redorer l'image. Mais des géants comme Tesla arrivent, donc attention, c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'il faut avoir en Sur tête. le produit aussi, je pense. Oui, et puis c'est ton client, ton persona, ta cible évolue, grandit, vieillit aussi, tu vois? Ou rajeuni, Ou ça dépend. rajeunit. Oui. Parfois, ça peut être l'inverse. Mais oui, c'est ce que je disais sur, garder, les Mmh, yeux et les oreilles, sur son marché. Moi, parfois, quand j'entends nos clients, on les connaît par cœur. Je pense que ça, si un jour tu t'entends dire ça à haute voix, ça doit être le mmh. signal d'alerte que non, en fait, il faut vite que tu ailles parler à tes clients parce que je crois fondamentalement que tu les connais jamais par cœur. Donc c'est le moment que tu aurais pas aimé garder entre guillemets, Ouais. dans l'expérience, c'est celui qui t'a marqué, mais vraiment waouh, quoi. Il y en a qu'un, non, il y en a plein, Ah, tu peux citer ce que tu veux, hein, c'est toi qui vois. Alors moi, je garde un souvenir à la fois très angoissé et très bon souvenir du jour où on s'est dit: «OK, bah, maintenant on a gagné, on y va» et on était mortes de trouille. Mais quand j'ai pas dormi de la Mmh. nuit parce qu'en fait, tu te dis: «En fait, je suis obligée de le faire». Là, il faut y aller, c'est concret. Ouais et en fait, on se dit souvent avec Laurie, depuis le début quand tu as un truc qui nous stresse un peu, c'est: «OK, ben, en fait, on y va, on ferme pas les yeux». Genre maintenant, tu as choisi d'y aller, tu as pris le risque, tu es morte de trouille, c'est pas grave, tu y vas et tu gardes les yeux ouverts, tu le vis jusqu'au bout, que ça marche ou que ça marche moyen, quoi. Donc ça, c'est un très bon, je dirais que c'est un moment très up. Hem, un je Ça correspond pas forcément à un moment particulier, mais il y a une période en fait, on s'appelait pas My Marketing Experience quand on a démarré. Ah! On s'appelait My Marketing Manager, on a changé de nom, il y a 5 ans, pour nos 10 ans. OK. Et cette période-là, qui est Covid en plus, tu vois? C'est nos 10 ans sont tombés le 8 avril, en plein confinement, le 8 avril 2020. Donc, mais même si ça allait pas bien côté business, je me souviens très bien me dire: «Ben, on fait une étape de notre évolution, on change de Mmh. nom, on change de logo, on change de positionnement, enfin, on le fait évoluer» et ça faisait peur aussi, mais c'était vraiment une grande étape et pour le coup, ça a été extrêmement bénéfique pour nous et c'est de se di je crois que ça correspond toujours à des prises de risques. Que tous les bons moments correspondent tu vois? Là, je réfléchis, je le réalise en te parlant, que tous ces bons moments n'étaient peut-être pas à l'instant T, mais que à chaque fois qu'il y a eu cette prise de risque qui te faisait vraiment peur ou alors maintenant on dit sortir de ta zone de confort, bah, finalement, c'est ce qui ça reste des bons moments, des moments très up. Justement, tu m'as expliqué ce moment où tu étais sur le palier de ta sœur. Si tu étais pas allé ce soir-là, finalement, vous avez pas créé, My Marketing Experience, vous êtes pas unis, j'ai envie de dire, même si vous êtes déjà unis. Tu penses qu'il serait passé quoi? Si on se projette, on imagine? Oh, je pense que j'aurais continué, à avoir bon, peut-être pas dans l'entreprise dans laquelle j'étais, hein. Ouais, mais toujours dans le marketing? Oui, je Ouais. pense que j'aurais continué dans le marketing, quand même parce que c'est vraiment une passion aussi, hein. C'est un métier, choisi, aimé, j'ai pas fait ça, parce que j'ai vu de la lumière,
Une opportunité. Non, non, bah, parce que des opportunités, tu peux en Oui, trouver plein, hein. Il y oui. a plein de il y a plein de métiers sympas. Mais, oui, je pense que j'aurais continué. Je me serais pas vue travailler dans un grand groupe, honnêtement. Je pense pas avoir le profil parce que j'aime beaucoup, maîtriser ce que je fais et voir l'impact que j'ai. Et malheureusement, je sais que quand tu travailles dans le grand groupe, dans des très grosses structures, c'est beaucoup plus difficile de voir directement l'impact de Mmh. ton travail. Même si je pense qu'il y a des trucs, des côtés sympas parce qu'au niveau des Oui. moyens, il y a aussi des moyens. Mais ouais, je pense que j'aurais continué, là-dedans. C'est difficile de savoir. Ou alors peut-être que quelques années plus tard, j'aurais retenté ma chance. J'aurais retapé à la porte et j'ai dit: «Tu es prête maintenant?» Ah, quand ça doit, ça doit. En général, il y Ouais, a pas de hasard. mais on l'a pas, c'est marrant, c'est une question que j'aimerais bien poser, de temps en temps. Mais quand tu lances ton entreprise, je sais pas si tu réfléchis forcément à où tu seras dans 15 ans. Tu sais, on te dit toujours: «Il faut avoir une vision à 5 ans, à 10 ans». Non. Enfin, moi, ça a pas marché, hein. Pardon, mais en fait, j'étais pas du tout dans cette démarche-là. Moi, j'étais juste la curiosité Mmh. de savoir s'il y avait quelque chose à faire. Ouais. Et c'est qu'après qu'on ait validé qu'il y ait un marché, qu'on s'est posé cette question-là: «OK, notre vision, nos valeurs, tout ça», mais Mmh. sur le moment même, absolument pas. On y est allé un peu, comme j'aime bien dire, on est allé à la «vas-y que je te pousse», Ouais. quoi. Bah, après, il y a quand même cette passion. Enfin, moi, je dis toujours qu'il y a toujours une passion qui anime l'entrepreneur parce que tenir 15 ans, 20 ans, 25 ans, j'en ai rencontré, des femmes chez une entreprise 25 ans. Je me dis: Si tu as pas cette passion-là, tu peux pas tenir dans ce métier qui est pas souvent facile». On voit l'entrepreneur comme le millionnaire LinkedIn, tu sais, qui a Bien sûr! scalé, qui a fait plein de boîtes. Bien sûr, on a les villas dans tout le monde, hein, évidemment, c'est connu. Mais blague à part, c'est ça. Moi, je trouve que on a besoin d'avoir ce stimuli-là, sinon on peut pas durer. La passion, oui, mais est-ce que c'est pas une réalité pour beaucoup? Mmh. Enfin, peut-être que là, c'est plutôt de se dire que les entrepreneurs, souvent, sont des profils drivés par la passion. Mmh. Et c'est vrai que quand on rencontre qui ont pas ça, souvent, ils sont un peu malheureux quand même. Mmh. Ils sont pas Oui. ils kiffent pas trop. Mmh. Et la passion, ça s'entretient, n'empêche. Moi, je pense que si c'est une des raisons aussi, que moi j'aime ce que je fais, c'est que j'apprends en permanence. Même au bout de tant d'années, je continue d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, et c'est quelque chose qui peut être assouvi plus facilement, je pense, quand tu es entrepreneur, que quand tu es salarié. Ouais. Tu vis pas les mêmes choses. Après, on pourrait en faire un débat juste Ah sur non, mais il y ce a plein de sujet, choses mais mieux quand tu es salarié aussi, hein, attention, hein. oui, 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 Il y a plein après, d'avantages, on va dire. c'est Mais par un rapport si ouais. je devais parler à titre personnel, ça me permet Mmh. d'assouvir plus de découvertes, plus Mmh. d'apprentissage. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre tout le temps, donc ça tombe bien, ça Mmh. permet de faire ça. Puis avoir cette liberté, on a quand même cette liberté de l'entrepreneur qu'on paye parfois, hein, parce Souvent, qu'on fait hein, pas 35 soyons heures. Il y a une phrase que j'ai notée, que tu as écrite, «Être gentil, est une stratégie payante». J'aimerais bien que tu nous en parles. Tu en parles dans le livre et justement on va faire le point avec le livre. Pourquoi tu as dit ça? alors, c'est, quand je dis gentil, c'est avoir une stratégie gentille en première intention. Ça veut pas dire qu'il faut être un benet ou Ouais, un aux bisounours. voilà, non. C'est en rapport avec la théorie des jeux. Donc, la théorie des jeux pour, je pense que si on explique, c'est en fait, il y a des statisticiens, des mathématiciens qui sont intéressés au comment on réagit lorsqu'on est en interaction, notamment dans un milieu de concurrence. Et c'est une théorie d'un monsieur qui s'appelle Axelrod, c'est son nom de famille, hein, c'est pas Axelrod, c'est son nom de famille, Axelrod, qui a créé qui a, on va dire, travaillé sur la théorie, des jeux, mais avec des interactions répétées. Donc pour faire plus simple, aujourd'hui, jusqu'à présent, on connaissait, pendant longtemps, la théorie des jeux, c'était: «OK, tu as 2 personnes, elles doivent collaborer. Est-ce qu'il y en a une que qu'est-ce qui se passe si, elles collaborent? Qu'est-ce qui se passe si elles collaborent pas? Qu'est-ce qui se passe s'il y en a une qui collabore et l'autre qui Mmh. est un traître?» Pour faire simple. Je ne vais pas rentrer dans un truc trop technique parce Oui, que, oui, mais l'idée. hein, dans l'idée et en fait, dans l'idée, c'est que si tu as une seule interaction, en fait, l'être humain et par nature les 2 vont trahir, vont OK. pas collaborer. Bah, il y a un système de récompense, de bonus et de malus, on va dire, si tu trahis ou si tu collabores et en fait, comme tu as peur de te faire avoir, par défaut, tu vas trahir, Ouais. pardon et ce qui veut dire que tout le monde va se retrouver les 2 vont se retrouver dans une situation pourrie. Mmh. Les 2 sont perdants au final. Donc ça, c'est le dilemme du prisonnier, pour ceux qui ont envie d'aller voir. On mettra les références de toute Voilà, façon. et donc c'est un équilibre un peu pourri, c'est-à-dire que tout le monde est Mmh. perdant
Et puis, ce monsieur, donc Axel Rod, il s'est dit: «OK, mais dans la vraie vie, t'es pas qu'une seule fois en interaction avec quelqu'un. Tu Mmh. vois, c'est des interactions répétées. Donc qu'est-ce qui se passe? Quel donc alors je vais faire vite sur le truc, mais il a théorisé plein de combinaisons possibles. Tu trahis, tu trahis pas, sur des comportements, tu as celui qui trahit tout le temps, tu as celui qui collabore tout le temps, tu as celui qui copie, tu vois, qui va d'abord être sympa et après, si tu es pas sympa avec lui, Mmh. il va, du coup, pas être sympa avec toi. Et en fait, ce qu'il en est sorti de ça, c'est que l'optimum, le meilleur résultat possible pour les 2, c'est en fait de collaborer, donc d'être sympa en première Mmh. instance, OK. de continuer d'être sympa tant que l'autre est pas sympa et que si, en face de toi, il te trahit, du coup, tu vas passer dans ce mode: «OK, bah, je collabore plus», tout en relaissant une porte ouverte de temps en temps. C'est-à-dire que même si tu t'embrouilles, on va dire, et ben l'idée, c'est de se dire que de temps en temps, tu vas tendre une main et si l'autre, il se remet à collaborer, bah, OK, tu vas repartir sur ce cycle-là. Donc le résumé de ça, si tu fais un c'est qu'en fait, tu as plus intérêt au départ de collaborer, Mmh. d'être dans une démarche d'être sympa. C'est pour ça que je dis: «Tu as plus intérêt à être sympa», C'est vrai. sans être un bisounours non plus, hein. Je veux dire, si tu te fais avoir, Oui. toi aussi. Tu continues pas à être sympa, mais tu laisses des opportunités à la personne de se rattraper, de la personne, de l'entreprise, de ton concurrent, peu importe. Et c'est ce qui ressort de la théorie, des jeux d'Axel Roth. Je ne connaissais pas et je pense que les auditeurs ne savaient pas non plus et c'est vrai que la phrase m'avait fait percuter. Certains vont en nous écoutant vont dire: «Ouais, mais en fait, si l'autre c'est un gros connard en face de moi, j'ai pas envie d'être Bah, tu sympa», fais tu le connard aussi. vois? Oui, donc c'est un peu ce jeu de Mais de ne sois sans pas être le trop. premier connard. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est un petit extrait, de l'ouvrage, du livre. Pourquoi tu l'as créé ce livre? Est-ce que c'était ce rêve d'enfant? Tu vois, souvent j'entends des gens qui disent: «Je veux faire au bout de tant d'années, mon livre qui parle de ça». Est-ce que finalement c'était aussi, mettre toutes tes idées sur ta passion, dévorante et tu t'es dit: «Bon allez, je vais me soulager et puis comme ça tout le monde saura, au moins c'est clair». C'était quoi l'impulsion, l'intention? Faire mon coming out. C'est ça. Alors j'ai fait mon coming out. Non, je n'avais pas pour rêve de faire un coming out. En fait, c'est venu d'un déclic. En 2023, je suis partie en j'ai eu un pro j'avais un projet perso de partir en voyage, avec ma famille, donc mon mari et mes 2 enfants et on a voyagé pendant 5 mois et sur le circuit, moi, j'avais mis une condition, je dis: «Je veux aller visiter telle grotte en Espagne». Parce que je sais c'est une grotte qui est connue pour avoir, des traces de passage de vie des Néandertaliens. Mmh. Et même si je parle beaucoup de sapiens, et c'est l'espèce la plus connue puisque c'est la nôtre, Mmh. moi je suis très, très, très intéressée et spécialement passionnée par Néandertal, les Néandertaliens. Et je voulais aller voir cette grotte. Et en fait, j'y suis allée et c'est vrai que ça a été, bon moi j'ai été, bouleversée, mais ça c'est parce que c'est moi, c'est Bah perso, oui, c'était un rêve, c'est je ta voulais passion. avoir. Et en même temps, évidemment, bah, comme j'étais en voyage, alors je travaillais, attention, hein, j'ai pas mis mon business en stand-by, je travaillais en même temps et je continuais de lire et en fait, quelques semaines, ouais, jours, semaines plus tard, c'est là où je me suis dit, je me souviens très bien, j'étais sur une plage en plus, au Portugal. Je me dis: «Mais peut-être que finalement, tout ce que je pense pour moi, tout ce que je me note, toutes mes notes», parce que je prenais beaucoup de notes, je pourrais les partager, peut-être que ça intéresserait. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors évidemment, ça me paraissait quand même un gros travail. Et j'en ai parlé à personne pendant plusieurs mois encore. Mais pourquoi j'ai écrit le livre? Alors il y a une partie de moi qui avait envie de partager ses idées. J'ai toujours créé enfin, je crée du contenu depuis, 15 ans maintenant, donc c'était pas un truc nouveau, créer Mmh. du contenu. Je savais très bien, ce que c'était. Pas écrire un livre, hein, par contre, c'est complètement différent quand même, hein, comme processus créatif. Et après, bah, un livre, c'est un média qui dure. C'est un média différent. Stratégiquement parlant, ça te permet aussi, de proposer autre chose, du contenu long, du contenu différent. Clairement, le livre, je pourrais en mettre des passages si je veux sur des réseaux, mais Mmh. je pourrais pas enfin, il est long quand même, hein, tu peux pas Ouais. c'est pas le même type de contenu. Heu et puis si je veux être, aussi honnête, c'est un livre, ça permet d'asseoir aussi ton autorité, donc ça fait partie du branding, Mmh. de alors ça, je l'ai compris après, attention, hein, parce qu'au début, j'étais juste: «Ah mon Dieu, la terre entière va savoir que j'adore Néandertal, va se foutre de ma gueule, et va penser que je suis la fille la plus bizarre de la création». Bon, une fois que tu as passé cette étape, tu te dis: «OK». Mais je me souviens très bien, j'ai demandé à une personne, au début pour écrire le livre, pour m'aider à structurer et je me souviens de la première rendez-vous que j'ai eu avec, elle s'appelle Anne Beson d'ailleurs, que je salue
Et je me souviens être en visio avec elle et lui pitcher le livre mais genre à moitié caché derrière mon visage, les mains dans mes visage, en me disant: «Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va penser?» Et elle m'a regardée, elle fait: «Mais c'est extraordinaire!» Et là, à partir de ce moment-là, j'ai dit: «OK, peut-être que Ouais. c'est pas si bizarre que ça, qu'il y a un truc à faire, mais je vais pas te faire style, c'était easy, je savais déjà, que ça intéresserait des gens». Non, pas du tout. Et après, on en a discuté et un livre, ça fait partie d'une stratégie marketing Mmh. aussi. Faut être honnête, faut être C'est un honnête. des Je n'ai pas leviers, écrit ce livre juste pour me faire plaisir. C'est pas du tout vrai. même si on Même si ça me ressent, fait super plaisir. oui. Attention, et je suis toujours passionnée, mais c'est aussi pour partager, c'est aussi parce que dans le fait de transmettre aussi Mmh. des idées, de te positionner différemment, mais c'est pas venu d'un coup. C'était pas l'idée, ça fait pas 3 ans que je réfléchis à ce genre de choses, quoi. J'aime bien l'idée du contenu long, enfin du contenu qui dure longtemps. Tu vois, moi j'aime bien les échanges très longs en podcast. Moi je dis pas qu'un jour je ne ferai pas de livre, c'est juste que ça ne m'anime pas. Par contre de faire des émissions même de 3 heures, c'est ce que j'ai fait, dans le passé, ça m'anime, tu vois? Donc je dirais pas, écrire, mais j'irais plutôt, parler, comme C'est un c'est le cas. contenu long. Non, mais c'est ça qui est chouette et j'aime bien cette idée-là. Comment il doit être perçu ton livre? C'est un guide? Il y a des exercices pratiques? Enfin moi je l'ai découvert, mais je tease un peu pour les pour les personnes qui vont le découvrir dans les prochaines semaines. Alors, comment il doit être perçu? Je peux pas imposer à des gens de le percevoir d'une manière, Non, mais est-ce que tu as spéciale. envie Ce que de j'aimerais qu'il soit perçu, oui, c'est comme un guide à la réflexion et à l'action. Moi, je suis une personne d'action et de réflexion. Je dis souvent à des clients: «C'est pas la peine d'aller, mettre en place plein d'actions si on n'a pas réfléchi à ce mmh, qu'on veut faire». Et c'est ça l'idée. C'est pas une méthode. Je le dis souvent, c'est pas une méthode, c'est pas un livre où tu vas toi tu ne nous apprendre. dis pas tes secrets? Non, déjà, ce livre ne parle pas de moi. Enfin, Oui. oui, je parle de temps en temps, je partage des cas clients, je partage des expériences, mais c'est pas un livre sur ma vie. Il y a très peu de choses, sur moi parce que c'est pas le sujet, si ce n'est pour proposer des cas et des exemples concrets parce que c'est quand même important de pouvoir mettre des mots et des cas réels pour se comment dire? Se projeter. Mais, c'est pas une méthode, c'est pas un livre autobiographique. Je voudrais qu'il soit enfin, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on me dise à la sortie, heu: «J'ai pu prendre le temps de me poser les bonnes questions pour l'entreprise, de voir quelles actions je pourrais mettre en place, seule ou en se faisant accompagner», parce qu'honnêtement, je pense que faut sortir du truc: «Je vais tout faire Mmh. moi-même». Et je voudrais qu'il soit perçu comme un livre, où on s'amuse parce qu'en fait, on apprend plein de choses, il y a plein Mmh. d'anecdotes. Et je l'ai conçu comme ça, pour pas qu'il soit chiant. C'est pas un livre scientifique chiant. C'est pas un livre scientifique du tout. Donc Et c'est ça, on peut l'avoir à côté, le prendre, même c'est un livre ouvrir un business, ouais, purement. ouvrir un chapitre: «Tiens, je veux réviser, je veux avoir une idée». C'est un peu te Ouais, ton en fait, compagnon, quoi. j'aime beaucoup l'idée de compagnon. En fait, Mmh. il a 11 chapitres sur des thématiques, qui sont pas prises au hasard parce que je suis marketeuse comme Mmh. toi et quand j'ai eu l'idée du livre, j'ai fait passer des entretiens à ma cible. J'ai fait une quinzaine d'entretiens en visio. Donc, tu sais, comme quand tu fais ton étude, persona, bah, j'ai fait mon étude persona pour le livre. J'ai fait un questionnaire en ligne où il y a presque ouais, un peu plus de 100 réponses et de là, en fait, je posais des questions sur quels sont les sujets les plus douloureux, les fameux Mmh. pains, tu sais, en Mmh marketing, mh. les sujets les plus douloureux dans votre entreprise et j'ai construit les chapitres autour de ça. Pour pouvoir Mmh. répondre à ces Oui. problématiques. Comment je développe des avantages concurrentiels, comment, la question de l'innovation, comment j'intègre l'innovation, comment, la question de la collaboration. Bon bref, je vais pas spoiler, mais tu as 11 chapitres sur des thématiques différentes et la première partie, c'est un fait préhistorique. Je sais pas si tu as eu Mmh. l'occasion, mais je pense que oui. Je vais pas trop spoiler, mais qui dure pas très longtemps et après tu te dis: «OK, de ça, quelles questions je me pose?» parce qu'il faut se poser des questions. Par contre, juste se poser des questions, ça t'aidera Mmh. pas beaucoup. Donc qu'est-ce que je fais pour passer à l'action derrière? Mais d'abord, je vais juste réfléchir 2 secondes et après j'agis et donc il y a vraiment les 2. Donc comment je voudrais qu'il soit perçu? Comme un compagnon. Ouais, j'aime bien ton idée de J'ai compagnon, ouais. Bah, en tout cas, je l'ai ressorti comme Ouais. ça. Pourquoi je fais ça? Parce que pour moi, lire, ça demande un effort. Depuis gamine, ça a toujours été ça et j'aime bien, un peu comme toi, un peu hyperactive, donc j'aime bien que ça aille très rapidement et j'aime bien des fois ouvrir des chapitres en me disant: «Ah oui, je sais qu'il y a ça qui ressort» et c'est comme ça, je l'ai ressenti. J'ai pas eu le temps de tout lire parce que, du coup, moi, j'aime bien prendre le temps et vraiment d'être en immersion, mais c'est comme ça, je l'ai ressenti donc on peut le transmettre comme ça C'est aux très autres, bien. Moi, hein. ça me va très bien. Si tu avais justement une définition du marketing en 2025.
Ce serait quoi si on devait le définir? Il n'y a pas une définition scientifique parfaite, hein, c'est juste toi, comment tu le ressens? Bah, en fait, je crois que je garde la même que, je Qu'à je l'époque? je crois que la mission de marketing, c'est la mienne, bah, c'est ma vision du chose, je dis pas que c'est celle de tout le monde, reste la même depuis le départ. C'est juste la manière de l'implémenter, l'exécuter qui va changer. C'est vraiment d'arriver à te faire, découvrir, connaître de Mmh, ta bonne cible, de ceux qui sont plus, disposés à acheter, de te faire percevoir différemment, de te faire préférer, choisir et je dis souvent rechoisir parce que l'idée, c'est qu'ils reviennent dans la durée et vraiment j'ai cette notion dans la durée parce qu'au final, je dis pas que c'est facile de te faire choisir une fois, mais le plus difficile, c'est de faire cho te faire choisir tout le temps dans la mmh. durée. Oui, j'aimais bien, tu l'as dit tout à l'heure et te rechoisir, je trouve que c'est chouette. Mmh. Tu vois, des clients pour dire des one shots, mais qui reviennent pas, c'est que C'est ça un peu comme le dépend. mariage, hein, le plus Bah, difficile, c'est pas de passer devant le maire, hein, c'est que ça dure. c'est et dans les bons ou les mauvais côtés. Bien sûr, Ah ouais, c'est toujours absolument. ça. Dans les projets futurs, donc déjà tu as réalisé un bébé, hein, qui est important. Est-ce que tu as d'autres idées qui viendraient en tête, des choses que tu as peut-être pas, communiquées même à ta sœur? Tiens, j'aime bien un peu les Ah, choses tu veux atypiques. que ma sœur apprenne un truc Je veux qu'elle en dé regardant Tiens, je veux aujourd'hui qu'elle découvre quelque chose, tu lui aurais pas dit. Bon, c'est rare, mais, ce serait quelque chose de perso, donc du coup, je vais pas le oui. dire ici. Non, dans les projets futurs, écoute, il y a effectivement, il y a l'idée de créer de proposer des conférences, alors autour du livre, autour de ces thématiques parce que je constate que ça intéresse beaucoup et hier, j'ai encore eu un WhatsApp d'une personne qui a lu le livre et qui m'a dit: «Franchement, faut que tu fasses des conférences autour de ça». Donc oui, c'était déjà une idée et puis là, j'ai confirmation parce que ça fait quand même plusieurs personnes qui me le disent. Donc ça, je pense que c'est le prochain projet. Heu, Et c'est ce qui t'anime? ouais, j'ai en fait, avant, j'osais pas en parler parce que j'avais peur de la réaction des gens et parce que j'ai vu des mauvaises réactions, honnêtement, soyons honnêtes. Oui. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement de choses à partager et que les gens puissent partager autour, pas juste moi, en fait, hein. C'est aussi qu'ils puissent, eux, s'emparer du Mmh. sujet et partager des expériences autour de ça. Bon, donc on va suivre ça et on va suivre les prochaines conférences, hein. Écoute, avec plaisir. On attend, on attend. Est-ce qu'il y a une rencontre d'une personne, que ce soit dans le marketing ou pas, que tu n'as pas eue et que tu rêverais d'avoir? Autour d'un échange marketing, autour, je sais pas, ça peut être un philosophe, je ne sais pas. Tu as le champ libre, l'invitation est lancée après. Alors, moi, à la question, tu sais, est-ce que quelle personnalité tu aurais voulu, rencontrer Rencontrer, ouais. vivante? Moi, je dis souvent un néandertalien. Alors je me suis dit: «Est-ce qu'elle va sortir un truc comme ça?» Ben oui, Oui, alors ça va être compliqué quand mais même. il y a une raison à ça. Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est fascinant, de découvrir l'autre, Mmh. déjà et aujourd'hui, on s'intéresse toujours à ceux qui réussissent, tu vois? Ceux qui réussissent. On te montre que des Elon Musk, Ouais. Steve C'est Jobs. le défaut des réseaux, hein, d'ailleurs, hein. Ouais, enfin déjà avant, hein, Ouais. Oui, tu vas me on dire, préfère te montrer les winners que les losers. Enfin, c'est quand même, plus glamour et on te parle pas de tous ceux qui ont alors je vais pas dire échoué, je vais dire pas pas réussi, réussi. d'accord? Parce que tu peux aussi avoir réussi pendant une période et puis Mmh. échouer après et c'est pour ça que souvent, je dis: «Bah, en fait, moi, j'aurais aimé, rencontrer, des néandertaliens parce qu'ils n'ont pas réussi, ils sont plus là aujourd'hui» et finalement, ils représentent toute cette part des entrepreneurs, des entreprises qui sont plus là aujourd'hui, mais dont l'expérience nous sert toujours beaucoup. Mmh. Je sais pas toi, mais moi j'apprends autant de quelqu'un qui me dit ce qu'il a raté, Mmh. Je même suis d'accord. plus. J'apprends plus de Au ceux contraire. des échecs que des réussites des autres parce que tu sais plus ce que tu peux éviter que c'est très difficile de copier une réussite honnêtement. Mmh. On te vend plein de méthodes pour réussir, mais c'est extrêmement difficile de copier une réussite parce qu'il y a tellement de paramètres différents à réunir, dont ta propre personnalité Mmh. d'ailleurs, que c'est très difficile à recopier. Alors que des échecs, déjà, tu as beaucoup plus l'embarras du choix sur les échecs. Tu en as beaucoup plus et tu peux plus voir ce qui a raté et comprendre les patterns qui Mmh. ont raté que les patterns de réussite. Donc c'est pour ça que j'aime bien, tu es la première personne à qui je donne cette réponse honnêtement parce Mais que voilà, j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Une fois, je crois que je l'avais écrit ouais, quelque part et mais ce serait ma réponse. bah, j'adore, j'adore, je valide. J'aime beaucoup. Est-ce que tu as une question que tu aurais aimé qu'on te pose une fois ou que je ne t'ai pas posée?
par exemple, parce que je peux pas tout poser en l'espace de notre podcast, et que tu rêves qu'on te pose, où tu dis: «Putain, personne me l'a posée quoi celle-ci». Alors je rigole souvent en disant qu'on me demande jamais comment je vais. Ouais. Alors C'est une blague avec Laurie d'ailleurs, c'est très souvent ce qui ressort. on dit souvent, on l'a dit dans un podcast l'autre jour en disant: «De toute façon, nous, personne nous demande jamais comment on va parce que tout le monde pense qu'on va toujours bien». Bah oui. Bah oui, tu une super com, tu vas bien. Ce qui est pas vrai. Ouais. On parlait des échecs avant, hein, c'est pareil, hein. Donc ça va, hein, je te rassure. Donc j'allais te poser la question, hein. Ça va, mais c'est vrai que c'est une question qu'on ne me pose jamais. Mmh. On me demande excessivement rarement Mmh. comment je vais. Ah non, l'entrepreneureux, entrepreneuse parce que c'est notre sujet, heu, est une Wonder Ouais, Woman. forcément, tu vas bien Bah oui, tous les jours de ta vie. tu as la cape derrière. C'est ça. Ah oui, on la Bah là, voit. je l'ai rangée. Si tu avais, la petite Sandy en face de toi, de 10 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui? «Oh, tu as le droit d'être chelou, c'est bon. Lâche-toi, Bah, regarde». assume, finalement ta passion elle est géniale, Oui regarde. et puis, est-ce que c'est enfin, je dirais surtout que tout le monde l'est. Pas tellement, accepte de l'être, je pense que Mmh. tout le monde l'est. C'est OK. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, moi, maintenant, il y a plein de gens qui me parlent de trucs, de passion ou de choses, bizarres Bizarre. qu'ils ont et c'est parfaitement OK et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus OK, c'est beaucoup plus Mmh. accepté donc je pense que je dirais: «Ouais, ouais, Ouais, t'inquiète, les tout le monde» multitalents, en fait, on n'est pas si multipotentiels, différents les uns des autres. non, c'est tous un peu chelous finalement. Mais c'est ça, Mmh. exactement. Mmh. Puis, c'est même presque ringue de faire qu'une seule chose ou de parler que d'une seule chose bientôt. Bah, je sais pas, tu peux être très, focus sur un truc, Mmh. c'est OK, mais je pense qu'on a tous un côté un peu Ouais. étrange, cringe comme on dit. Oui, c'est Legends. Si tu devais recommander, le podcast où on essaye vraiment où j'essaye vraiment d'aller creuser un peu l'histoire des personnes, des entrepreneurs à succès ou moins à succès, hein, même si moi je te mets dans la réussite. Si on enlève ta sœur, parce que c'est trop facile comme réponse, ça serait qui? À qui je recommanderais le Ouais, podcast? et on enverra l'invitation. Moi je le recommande bah, déjà je vais le recommander aux personnes qui me suivent parce que c'est voilà, Je pense que tu as apprécié le moment, en tout cas j'espère. oui, je pense que c'est ce podcast, c'est bien pour des entrepreneurs ou des personnes qui pensent à entreprendre d'ailleurs, Mmh, parce que tu vois quand même, c'est à cœur ouvert, tu vois? Donc mmh, tu te racontes pas que la version, cool, mmh. de la chose et qui sont capables de prendre un peu de temps pour aller plus en profondeur qu'un post LinkedIn Ouais. et c'est pas du tout une critique envers LinkedIn, hein. Ou un réseau social, c'est pas une critique, c'est juste que c'est un format Mmh. très rapide dans lequel on peut donner que très peu d'informations Ouais. qui sont très sélectionnées et il y a très peu de spontanéité, quoi qu'on en dise. Alors que, bah, dans un contenu long comme ce podcast, tu peux aller au plus profond dans plus profondément dans les échanges et si tu t'intéresses à ça, à aller un peu plus loin, ce que je recommande d'ailleurs, c'est le bon podcast, je pense. Et j'aime bien voir la face cachée aussi des réussites. Bien sûr, il y a plein de gens qui sont très connus, mais qui osent pas montrer parce que leur marketing, leur communication, tout est lissé, tout est propre, tout est parfaite et c'est ça que je trouve ça dommage. C'est que j'aimerais, tout corps de métier mélangé, hein, qu'on voit derrière des personnes qui ont investi, qui ont fait des millions ou alors qui ont eu, l'application et l'idée de génie, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Il y a forcément, des cailloux, tu vois? On en a tous. Donc c'est ça en tout cas qui m'intéresse. J'aime bien laisser le dernier mot de la fin, une citation, une inspiration, un coup de gueule, tout ce que tu veux pour conclure notre échange qui viendrait. Tu me prends au dépourvu. Oui, non, je l'avais pas prévu, mais Hem, j'ai pas passé de coup de gueule. La vie. non, mais autour de ta passion aussi, la paléo, enfin comme c'est toi qui vois, Non, moi, ça va être un peu, comment dire? Peut-être un peu simple comme, conseil, mais c'est un conseil que je me suis appliqué, toujours et je le donne souvent. C'est que souvent, tu parlais de perfection, tu sais, mmh, faut que tout soit parfait et tout et en fait, non. Évidemment qu'on voudrait que tout soit parfait, mais c'est pas possible. Il va falloir, passer par, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imperfections pour commencer à toucher du doigt un truc qu'on trouve à peu près mmh, convenable, à peu près pour tout. Je sais pas si toi mmh. tes premiers podcasts, moi j'ai honte, hein, de mes premiers podcasts honnêtement, les premiers contenus que Ouais. j'ai écrits, je pense que c'était atroce.
Je peux t'assurer que les premières lignes que j'ai écrites pour le livre, c'était enfin, jamais j'aurais oublié de publier. Et en fait, moi, ma maman, elle me dit souvent, elle me disait quand j'étais petite, alors là, elle me le dit moins parce que c'est intégré, elle me dit, il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Mmh. Et ça c'est toujours resté. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais eu si peur que ça de monter ma boîte ou de me planter. Parce qu'au final, si tu commences pas déjà, tu pourras pas savoir si ça marche. Et puis, bah, OK, ça va pas être terrible au début, mais en même temps, si tu commences pas, ça va toujours être nul ou même inexistant. Donc c'est plutôt l'idée, c'est ça. Et en 15 ans d'entrepreneuriat, bah, en fait, tu es obligé de commencer souvent. Donc tu regrettes rien? Non. Ah non, non. Pourtant, j'en ai fait de la merde, hein. J'ai fait des trucs vraiment pas terribles, évidemment, mais tu es obligé. Comment tu fais? Tu as pas le choix. Ton premier logo, tu pleures, ton premier, moi, il était fait maison, s'il te plaît, hein, quand même. Les premières vidéos YouTube, tu pleures, enfin, tu pleures en les regardant tes premiers posts LinkedIn, c'est Mmh. atroce. Tous les débuts sont nuls, mais en même temps, tu pas de raccourci et ça, c'est vraiment un truc que voilà, tu vois? Si je te dis un truc, il y a pas de raccourci. Ça n'existe pas les raccourcis. On peut pas aller super vite et tout faire Ça rapidement. n'existe pas. Tu peux t'inspirer, éviter des erreurs, mais tu vas Mmh. quand même devoir te retrousser les manches et y aller. Ouais, même si l'IA est là, il faut quand même, Ah non, non, mais même l'IA n'est pas fait gagner du temps, mais c'est pas un raccourci en lui-même. En elle-même d'ailleurs, pardon, mmh. si je prononce bien. Bah, merci pour cet échange, Sandy. On mettra toutes les références en bas, de la vidéo, bien sûr, l'ouvrage et puis aussi la j'ai pas retenu le nom, mais la personne dont tu m'as cité tout à l'heure pour le jeu. Je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à partager, à liker, mais surtout, vous abonner pour, rester justement fidèle, être, au courant parce que c'est ce qui nous aide, nous, à aller de plus en plus et nous faire des retours. Parce que très souvent, j'ai des personnes qui me voient dans des événements, ils me disent: «Ah mais, j'adore ce que tu fais, j'adore tel invité» ou «J'aimerais tel invité», mais je ne le sais pas. Donc du coup, on peut pas envoyer l'invitation. Donc, faire des retours parce que la plupart des gens et c'est ce qu'on avait nous au début, on est timide d'écrire sous notre nom. Le pseudo encore, c'est un peu plus facile et encore, mais là, d'avoir les retours ou vos retours, c'est vraiment important. Ouais, les commentaires. Ah oui. Les commentaires, ça fait plaisir. C'est beaucoup de travail de faire des podcasts, c'est beaucoup de temps consacré à partager du contenu, donc je te rejoins. Un petit mot, ça aide Mmh. et ça fait plaisir. C'est un moyen de remercier aussi. Parfait, Compte merci sur mon Sandy. commentaire, moi je te laisse. On se donnera de la force. Merci Déborah. Merci.